Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous écouter sur latribune.fr en direct du campus régional du numérique Charbonnières-les-Bains, près de Lyon. Nous sommes ravis de recevoir tout un tas d'experts, de patrons, d'entreprises de l'industrie du futur pour parler avec vous des opportunités d'ici à 2030. C'est un horizon finalement qu'on s'est fixé. Il a été fixé d'en haut. Avec ce plan France 2030, on vient d'en parler un petit peu, notamment avec l'enjeu des batteries et de la voiture électrique. Mais on va rester dans l'énergie, une autre énergie du futur, une autre filière industrielle qu'il va falloir créer, c'est l'hydrogène, mais pas n'importe quel hydrogène, le fameux électron vert. Alors est-ce qu'on peut imaginer des électrons verts? Est-ce qu'on peut trier les électrons? On va en parler tous ensemble. Sont présents pour en parler avec nous Elisabeth Loget, qui est déléguée générale de Tenerdis, c'est le pôle de compétitivité qui s'occupe de toute la transition énergétique à Grenoble. Bonjour, et vous êtes déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes de France Hydrogène, à distance en Zoom comme on dit. Bonjour madame. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien, je reviens vers vous dans une minute. À côté de moi, Luc Poyer, le président du conseil d'administration de McPhy. On dit McPhy ou McPhy? McPhy, évidemment, qui travaille dans l'hydrogène, on va en reparler. Et à ses côtés, toujours dans l'hydrogène, Adamo Screnzi, italien, qui est le directeur général délégué d'Hydrogen Refueling Solution, HRS. Donc avec ces trois intervenants, je pense que vous allez en savoir beaucoup plus dans 40 minutes que vous ne pensiez le savoir maintenant sur l'hydrogène. On commence tout de suite avec vous, Madame Elisabeth Loget. D'abord, pour nous dire, c'est quoi le projet, le plan, finalement, en matière d'hydrogène pour la France et l'Europe? On met beaucoup d'argent, 9 milliards pour la France, je crois quasiment autant, voire plus pour l'Allemagne, pour développer cette nouvelle énergie. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme développement de conditions du succès de la création de la production d'hydrogène dans la décennie à venir? Oui, écoutez, merci de me laisser introduire cette séquence, et puis je suis sûre que Luc et Adamo seront aussi pertinents pour compléter ce panorama, cette vision. Si on se projette effectivement sur les perspectives et les engagements que l'on a aujourd'hui au niveau de la France, cet horizon de 2030, comme vous le dites, il s'est un peu inscrit à l'agenda des différentes prises de parole qui ont été faites ces derniers temps. Et puis, ils s'inscrivent aussi dans un scénario qui est encore plus lointain, mais qui aussi commence à prendre forme, qui est celui de 2050, qui est un objectif de décarbonation vraiment de l'ensemble de nos activités. Et à ce titre-là, moi, j'invite tous les intervenants et participants à cette tribune à consulter deux rapports qui viennent de sortir, l'un sur les scénarios énergétiques du RTE et l'autre les scénarios énergétiques de l'ADEME. Donc deux organismes qui ont pas mal de références en le domaine pour avoir ces scénarios-là qui sont plus globaux évidemment. Alors si on revient sur l'hydrogène, aujourd'hui les chiffres qui sont admis et sur lesquels on se positionne aujourd'hui, c'est finalement un usage qui va être autour de 6,5 gigawatts de production par électrolyse de l'hydrogène. Donc ça c'est un chiffre qui a été donné, qui est issu d'un certain nombre de consolidations qui ont été faites par les acteurs, mais quelque part au-delà de cette histoire de production, et je crois que le thème d'aujourd'hui c'est est-ce que la région et comment la région doit se positionner comme leader sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, la thématique du leadership dans l'hydrogène, finalement, elle s'inscrit sur différents piliers, et la vitesse à laquelle va ce marché et vont ces technologies font qu'on est obligé d'avoir quand même une vision un peu consolidée et je dirais équilibrée de cette notion de leadership. Et donc au-delà on parlait de la production et des usages, c'est vrai que dans la région aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui tire les premières évolutions de cet hydrogène décarboné? C'est tout d'abord c'est l'industrie, puisque finalement aujourd'hui l'hydrogène est utilisé massivement dans l'industrie. Donc le premier enjeu et les premiers volumes, finalement, ils arrivent aussi et assez rapidement par la décarbonation des activités chimiques en particulier, qui utilisent cet hydrogène aujourd'hui et qui vont quelque part s'approvisionner, se sourcer en hydrogène décarboné. Ça, c'est le premier enjeu. Et c'est vrai que dans la région, on a des grosses industries qui sont consommatrices d'hydrogène, en particulier dans
dans le bassin lyonnais et puis autour de Grenoble et dans d'autres secteurs. Donc, premier enjeu, l'industrie. Et donc, décarboner ou récupérer, transformer aussi du CO2, le combiner avec de l'hydrogène pour faire d'autres débouchés. Il y a aussi ce genre de choses qui est possible. Le deuxième enjeu, qui est finalement le nouvel enjeu, parce que là, on parle de transformation, mais on ne parle pas de nouveaux usages, c'est tout ce qui est mobilité. Et c'est là où l'hydrogène, comme vous le disiez, quitte son statut de produit chimique à un statut d'énergie. La mobilité aujourd'hui, c'est quelque chose qui pèsera à horizon 2030 au moins autant que la partie décarbonée de l'industrie dont je viens de parler. Et donc, quelque part, cette industrie, ou cette mobilité, pardon, elle va s'adosser à différents usages. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est plutôt des usages lourds. Qu'est-ce qu'on met derrière lourd? Ça veut dire des mobilités de type train, des mobilités de type poids lourd, donc des choses qui sont relativement conséquentes. Et aussi tout ce qui est usage intensif sur des dispositifs comme les engins de chantier, comme des dameuses qui font partie de notre je dirais, paysage régional. Donc un vrai travail qui est fait sur le fait que l'hydrogène doit être probablement le meilleur vecteur énergétique pour ces mobilités intensives et ces mobilités, je dirais, longues et lourdes. Et finalement, derrière tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On décarbone tout ce qui est aujourd'hui les usages du diesel. Le troisième, donc ces deux piliers-là sont vraiment essentiels. Et je reviendrai après sur qu'est-ce que ça veut dire dans la région, mais c'est fondamental qu'on puisse dans la région nous appuyer ça. Merci. Le troisième aspect, c'est tout ce qui est stockage pour accompagner un certain nombre d'usages qui sont plus réduits ou plus intermittents. Et ça aussi, ça fait partie des pistes de décarbonation. Merci beaucoup. On reviendra peut-être vers vous après sur les enjeux de la région. On va écouter nos autres intervenants. Merci d'avoir brossé ce premier paysage. Alors j'ai envie de me tourner pour commencer, mais ça sera vous aurez tous les deux le même temps de parole. Vous êtes tous les deux en partie partenaires, en partie concurrents, donc pas de jaloux. Peut-être avec vous, Luc Poyer, et peut-être avec McPhee, parce que j'ai commencé quand je vous ai parlé, vous dire vous êtes plutôt l'amont, mais en fait vous m'avez dit non, c'est plus compliqué que ça. Il y a l'amont, il y a l'aval, donc c'est une filière en tout cas très importante dont on voit des nouveaux usages. Certains existent déjà, d'autres sont en train de se créer ou sont à créer. Il y a une dimension de pari, probablement industrielle, qu'il va falloir prendre avec des prises de risques. Les États vont mettre beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous projetez quand vous regardez finalement le marché tel qu'il peut se développer comme possibilité de développement de l'hydrogène et notamment pour McPhee? Donc McPhee est une entreprise qui est née en 2008. Donc on est à la fois un pionnier, mais aussi on a une certaine antériorité dans la création de la filière. Et je salue Adamo Szwedzki, a été l'un des acteurs de la filière. McPhee a travaillé aussi à la création Tenerdis du pôle de compétitivité. Donc on a pivoté, on a un berceau historique à la fois dans la Drôme et dans l'Isère. On est présent donc dans les équipes, on est un équipementier. Donc je reprends ce que disait Alexandre Sobo tout à l'heure. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement on n'est plus, Monsieur Bouzou, on n'était plus dans le fabless. On est vraiment dans une France, dans une région qui prend le défi de l'industrialisation, à la fois donc dans la fabrication d'électrolyseurs, les 6,5 gigawatts dont on a parlé, et les stations, donc peut-être l'aval, dont on va reparler. Donc c'est ces deux pôles, donc c'est l'industrie et la mobilité qui nous concernent. On est optimiste effectivement parce qu'il y a cette mobilisation qui est remarquable en France, en Europe. Dans la région, pour faire vite, il y a effectivement de l'industrie, mais il y a, la région a été pionnière pour lancer le concept de vallée hydrogène, avec Zéro Emission Valley, avec Impulsion, avec pour la première fois des partenaires, des collectivités locales et des acteurs industriels qui se sont liés et des financiers. Alors, ça paraît évident maintenant, mais c'est ici que c'est né. Je reprenais le rapport du CESE de 2018, intéressant à lire. Il y a les deux rapports que vous citiez, Elisabeth, mais il y a aussi celui-là, pour voir comment en 3 ans tout a changé, parce que on s'est dit ici que la région, avec Michelin, avec Engie, avec la Banque des Territoires, avec le Crédit Agricole, ont créé ce partenariat, et des acteurs industriels comme nous, on a pu travailler dans une logique de filière,
Alors voilà. Et ensuite, alors on parle des gigafactories, on va en reparler, mais ce qui est aussi important, c'est qu'ici en région Rhône-Alpes, on a ce fameux tissu industriel qui permet de travailler en filière, de faire ce que les Allemands ont, qui s'appelle le Mittelstand, et on y arrive. Parce que là, on est la partie émergée de l'iceberg. Derrière nous, il y a des dizaines d'entreprises locales. Alors, c'était qui ma créent cette question. filière. Concrètement, mais peut-être Adam Screnzi peut le dire, puis après on peut échanger. Concrètement, si on veut fabriquer donc de l'hydrogène vert, décarboné, qu'est-ce que ça engendre comme chaîne de production, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, peut-être un petit mot d'intro aussi sur HRS, qui est à la base, en fait, qui a plus de 15 ans, une vingtaine d'années d'existence dans ce qu'on appelle le hardware, vraiment la fabrication de tuyauterie industrielle pour des fluides spécifiques, dont l'hydrogène, et qui s'est mis à l'hydrogène entre 2009 et 2020, qui a fabriqué plus de 30 stations en Europe. C'est-à-dire plus de 20% des stations installées en Europe, 180 stations installées au cours des 20 dernières années. Et donc cette compétence est très forte dans la production des stations. Aujourd'hui, j'ai rejoint HRS en tant que directeur général délégué avec un petit background dans le monde de l'hydrogène chez McPhy, mais aussi j'ai passé 3 ans en Allemagne qui m'a permis d'appréhender la vision du développement de l'hydrogène en Allemagne. Et la récente mise en bourse d'HRS permet d'accélérer. On va accélérer, on va prendre nos risques en tant qu'entrepreneur, investir dans un nouveau site de production qui produira 180 stations, c'est-à-dire autant que ce qui a été installé au cours des 20 dernières années en Europe. Pour revenir sur l'hydrogène, on en parlait, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit, mais on voit que l'hydrogène, c'est hyper intéressant, ça intéresse tout le monde et c'est très complexe. En fait, l'hydrogène va être là pour aider le renouvelable. Je dis toujours, l'hydrogène est le meilleur ami du renouvelable. Plus on aura de renouvelables, plus il faudra stocker, plus il faudra valoriser. C'est une solution, c'est une réponse à ceux qui disent le renouvelable n'est pas stockable. Le renouvelable n'est pas stockable, vous ferez un petit calcul, j'ai ramené une batterie, vous amuserez à faire le calcul du prix du mégawattheure dans cette petite batterie. Vous verrez que stocker... Allez-y. Non, mais quand on fait le calcul, on parle tous de prix du mégawattheure, stocker l'électron est très très compliqué. On stocke souvent pour des courtes durées. Dans cette petite pile, on en utilise quelques milliards en France par an. Le prix du mégawattheure, il est au-delà de 200 000 € du mégawattheure. C'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a un décalage entre l'usage et le prix du mégawattheure. Donc c'est juste pour illustrer quelques points. Donc l'hydrogène, meilleur ami du renouvelable. Deuxièmement, la chimie, incontournable pour transporter de l'énergie en grande quantité. Aujourd'hui, quand on veut transporter beaucoup d'énergie, c'est du gaz, c'est du pétrole, c'est de la chimie. L'électron se transporte mal. On sait que transporter 1 gigawattheure en électron coûte 15 à 20 fois plus cher que transporter la même gigawattheure en gaz. Ça, c'est le deuxième point. Donc, il faut transporter l'énergie d'un point A à un point B. On n'a pas la chance d'avoir tous de l'énergie sous nos pieds. Et deuxième, à la fin de la chaîne, l'hydrogène a de multitudes d'applications. On a parlé de l'industrie, bien sûr prioritaire, mais c'est en fait du remplacement, là je dirais. Aller remplacer l'hydrogène dans l'ammoniac, dans les raffineries, c'est très bien, on décarbone, mais on remplace. Ce qui est important aussi, c'est de voir les nouveaux marchés. Qu'est-ce qu'on peut créer de plus pour avoir plus de quantité et plus de décarbonation dans les autres usages, comme la mobilité, comme les nouvelles chimies, la production de gaz de méthanol de synthèse, etc. Et on voit cette chaîne où l'hydrogène prend plein d'usages et plein d'applications. Alors ça, c'est le point sur lequel, évidemment, la question que je voulais vous poser à tous les deux. Certains disent, c'est soutenu par l'État, c'est très bien, il y a quand même, à un moment donné, il faudra prendre une prise de risque dans le marché. Est-ce que, par rapport à des usages qui sont encore incertains, il n'y a pas une part de bulle dans ce qu'on parle de l'hydrogène? Est-ce qu'il y a une forme de bulle? Alors c'est vrai qu'en matière d'hydrogène, ça fait des bulles, mais est-ce qu'il n'y a pas ce danger-là, en tout cas, à vouloir prêter à l'hydrogène plus qu'il ne peut? Alors, peut-être il y a deux axes de réponse. Le premier, c'est que ça va être plus difficile que ne l'a été. Si on parle de bulles, on pense à l'Internet. Faire de l'industrie, c'est plus compliqué que faire du digital. Il y a un sujet de fabrication, de produits, de risques technologiques, de compétences, on en a parlé. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième axe, c'est que ça va quand même... là, je pense qu'on peut être plus optimiste. Il y a deux bonnes nouvelles. La première nouvelle, c'est que les technologies existent. Il n'y a pas de technologie de rupture à aller chercher. En tout cas, il y a l'électrolyse et la pile à combustible. Une autre entreprise dont on n'a pas parlé, mais Symbio, par exemple, dans la région Rhône-Alpes, on a ces deux technologies. Donc ça, c'est fondamental. On n'est pas chercher quelque chose comme ITER qui va arriver, la fusion nucléaire. C'est un sujet de passer à l'échelle une technologie existante. Exactement. C'est du passage à l'échelle, mais c'est pas si simple, parce que c'est pas si simple, bien sûr. Voilà.
le pétrole, on est arrivé. Et la deuxième bonne nouvelle, qui paraît, ça va sans dire, mais ça va venir en le disant, qui est peut-être plus géopolitique, c'est que, à la différence des hydrocarbures, du vent et du soleil, c'est mieux réparti sur la planète que dans le sous-sol. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Non, je vous arrête une seconde. Il y a peut-être une question de taxonomie, c'est-à-dire est-ce que voilà, le verre, puisque notamment pour la région Rhône-Alpes, c'est un sujet important parce qu'il y a aussi une production nucléaire. Donc ça, c'est un débat en cours au sein de l'Union européenne, savoir si effectivement cette énergie, cette électricité qui est clairement décarbonée pourra être accessible, et tout le dispositif d'aide, est-ce qu'il sera autorisé pour l'ensemble de l'électricité produite sur le réseau, parce qu'on a la chance en France d'avoir une énergie sur le réseau décarbonée. Ouais, juste pour aller abonder dans ce sens-là, c'est tout à fait vrai. Je pense qu'on est dans l'étape où il faut passer à l'échelle. Tous les signaux sont en vert. On a les technos qui existent, comme l'a dit Luc, et je suis très content. En fait, on n'est pas concurrents du tout. On est tous ensemble pour faire émerger une filière. On a parlé au début, on est tous partenaires et on le fait même concrètement dans des consortiums ensemble. Donc il faut faire émerger la filière. Juste un petit chiffre encore une fois. Quand on fait le plein de sa Mirai ou de sa Hyundai Nexo ou de sa Kangoo à l'hydrogène à 10 € le kilo aujourd'hui, dans son véhicule, on a 1 ou 2 € qui viennent de l'électricité pour le produire. On a 0,5 qui vont venir de l'électrolyseur. Il nous reste 7 à 8 qui viennent du transport et de la distribution. Et on a, à mon avis, sous-estimé cette partie-là. Donc il faut vraiment mettre le paquet là-dessus pour arriver à l'économie. Donc je pense qu'on a tous les ingrédients, c'est de passer à l'échelle. Les démonstrateurs sont prouvés aujourd'hui, ça fonctionne. Et peut-être un point important, c'est ne pas opposer les technologies. Il y a des marchés où la batterie est l'optimum parce qu'il y a un rendement meilleur. Il y a des marchés où le stockage à court terme, d'autres technologies sont très bonnes. Il faut mettre ensemble toutes les technologies. Mais je crois que c'est le point clé. Il va y avoir une forme de compétition dans les énergies décarbonées, dans les usages, pour trouver les meilleures rentabilités. Quand on a trouvé la première goutte de pétrole, on ne savait pas qu'on allait créer la révolution industrielle qu'on a connue avec le XXe siècle. On a vu les dégâts que ça a pu causer, donc aujourd'hui, ça doit s'arrêter. On sait que ça ne va pas s'arrêter en 10 ans, ça va s'arrêter sur 20 ou 30 ans. Donc comment est-ce que dans cette transition, c'est bien de ça dont il est question, l'hydrogène peut jouer un rôle, et à quel horizon? Donc vous avez parlé de l'industrie, ça c'est déjà le cas, ça peut continuer. Moi, je parle des mobilités, effectivement, et des transports. Nous, les journalistes, on nous parle de l'avion à hydrogène pour 2030 ou 2035. Peut-être pas l'avion de long courrier, mais pour certains avions. On nous parle, et on en parlera tout à l'heure avec Symbio, de la voiture individuelle à hydrogène. Et on nous parle, effectivement, du train ou du bateau à hydrogène. Est-ce que vous croyez vraiment que ces filières-là peuvent se développer dans la décennie? Est-ce qu'on s'en donne les moyens? Tous les deux, enfin tous les trois même. Oui. Elisabeth Leget, pour commencer, oui. Et puis vous n'avez pas parlé depuis longtemps, allez-y. Oui, merci. Écoutez, effectivement, je pense que alors nous, le bateau, c'est pas forcément notre secteur de prédilection dans la région, mais c'est clair qu'il y a des projets de bateaux qui se créent aujourd'hui dans toutes les zones, de proximité maritime. Et aujourd'hui, effectivement, l'enjeu, c'est de trouver les constructeurs qui investissent pour développer de manière compétitive aussi les poids lourds, les bus, tous ces engins qui sont indispensables au développement réellement des usages à la fin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même d'abord des financements qui sont quand même affectés sur ces choses-là. Il y a de plus en plus et faire bouger des constructeurs, voilà, c'est des démarches qui sont quand même longues parce que c'est des gros investissements chez eux. Mais en tout cas, on les sent aujourd'hui se mobiliser. Donc, et il y a vraiment aujourd'hui, on sent, voilà, qu'il y a des volontés dans tous les secteurs d'activité de s'engager. Alors, il y a au moins stratégiquement, il y a parfois des délais un peu dans le moment où ça s'enclenche, mais aujourd'hui, toutes les filières s'engagent et on a besoin de s'engager vite. Au niveau français pour le coup, parce que voilà, Luc Adamo mentionnait le fait qu'on a des vraies pépites et des vrais, savoir-faire aujourd'hui au niveau français, mais au niveau régional vraiment. Et il faut que ces savoir-faire vraiment puissent s'exprimer et donc monter en puissance. Donc moi je suis assez confiante effectivement sur le fait que les filières suivent. Après, le risque c'est qu'on fasse des usages, mais pas forcément avec des produits locaux. Donc voilà, il faut aussi que les mobilités suivent. Alors, peut-être ajouter un petit mot en complément. Si on avait fait, on suit le marché de l'hydrogène depuis plusieurs années avec tous les acteurs. Il y a 3 ans, si on voulait acheter un véhicule hydrogène, on avait le choix entre 2 à 3 sociétés. Toyota, Hyundai, Symbio.
dans le monde. Quasiment, j'exagère, mais c'est presque ça. Aujourd'hui, on fait la liste des fournisseurs de véhicules. On arrive à peu près à une centaine de sociétés, dont les grands qui ont maintenant enclenché. Donc ça, c'est un premier signe. Deuxième signe, c'est les plans nationaux. Aujourd'hui, il y a plus de 30 pays qui ont une feuille de route hydrogène et avec les financements associés. Donc c'est un deuxième signe important qui montre qu'on est vraiment au début du lancement. Je vais prendre un petit signe aussi encore que j'ai vu le 23 novembre à la bourse de Francfort. Il y a un index qui a été créé, l'index du prix de l'hydrogène. Et ça, c'est aussi un signe dont il faut prendre conscience. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe de la chimie de spécialité, ce qui est l'hydrogène aujourd'hui, c'est quelques acteurs spécialistes qui travaillent avec, à une commodité, comme est le méthane, comme est l'électron, comme est le baril de pétrole. Et c'est en train de venir, je pense que c'est en train de venir. Alors bien sûr, ça va commencer par des projets dans des écosystèmes, ce qu'on appelle les hubs territoriaux ancrés, où on va essayer de mutualiser les usages pour faire en sorte que ce soit le plus compétitif possible. Première étape. Deuxième étape, on va interconnecter ces hubs et le transport est très important. On revient à la question de tout à l'heure. Transporter l'hydrogène et le distribuer, c'est vital pour avoir une technologie et le démocratiser. Et ensuite, on peut imaginer, on le sait, on parle du renouvelable qui est mieux dispersé à la surface de la planète, oui, mais il y a quand même des zones qui sont privilégiées, qui ont du vent et du soleil, je dirais pas presque gratuit, mais qui ont une ressource très forte. Et donc, on pourra aussi imaginer importer ou exporter cet hydrogène comme on le fait pour le LNG. Luc Poirier, mais on prolonge juste ma question. On a vécu, je crois tous, dans un monde où le prix du pétrole était essentiel. On a connu 2 chocs pétroliers majeurs dans les années 70. On est aujourd'hui à un moment où on se pose la question de comment on sort de cette économie carbonée. Mais le prix du pétrole reste quand même l'indicateur presque majeur, le prix du Brent ou du WTI. Est-ce que l'hydrogène pourrait demain jouer un rôle de substitut avec cette question effectivement d'une régulation peut-être aussi internationale? Enfin, ça va être un vrai sujet. Si ça doit devenir une énergie de substitution importante, est-ce qu'il y aura un prix de l'hydrogène qui sera plutôt local ou qui sera plutôt mondial? Question. Les deux bons général. Si je peux me permettre, il y aura effectivement, on voit une analyse se développer d'une géopolitique de l'hydrogène, donc d'échanges d'hydrogène internationaux. Et il y aura effectivement, comme le dit Adamo, assez vite un prix avec une circulation entre les pays déficitaires et les pays excédentaires en hydrogène. Il va y avoir des flux. Moi, j'appartiens à une génération qui a vu se développer au niveau du gaz cette internationalisation. Dans les années 80, le gaz naturel, c'était un produit régional. Et aujourd'hui, avec le GNL, c'est devenu un produit international. Et on voit ce phénomène s'anticiper sur l'hydrogène. Mais puisqu'on parle de temporalité, je pense qu'il ne faut pas rater la première marche et rester pragmatique. Et c'est bien à la maille territoriale, dans une région aura qui a tous les atouts, qui a de l'électricité décarbonée, qui a un écosystème, qui a des usages. Et quand on dit la mobilité suivra, non, la mobilité, elle accompagne l'industrie. C'est ce que je disais avec l'expérience ZEV. L'industrie, ça va permettre, donc tous les gains d'économie d'échelle qu'on va faire sur les électrolyseurs vont permettre d'arriver au 0,5 que citait Adamo dans la mobilité. L'effet d'échelle est encore plus fort dans l'industrie. Donc ça va ensemble. Et encore une fois, la région a vraiment tous les atouts pour devenir un leader de en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées, donc on dira demain, on va avoir de l'hydrogène. En Auvergne-Rhône-Alpes, on a de l'hydrogène. C'est clair. On a les technos, on a les compétences, on l'a prouvé, c'est un bassin énorme, toutes les activités qui se font autour de l'hydrogène. Le slogan pour le renvoquer. Ouais. Et je pense que peut-être... si je peux compléter aussi, je pense qu'on a une culture énergétique dans la région qui est vraiment extrêmement forte. En fait, on a une culture on est la première région exportatrice d'énergie, je dirais, pour un certain nombre de domaines. Donc, quelque part, on parle de gros électrolyseurs, on a aussi ce besoin d'avoir ce genre de cohérence et de continuité dans notre action. Et effectivement, et on est un carrefour, autoroutier, on est un carrefour, je dirais, avec de la mobilité fluviale. On a cette force-là de la région de pouvoir finalement consolider tous les bons paramètres pour être légitime. Donc, et sans parler même du potentiel qu'on a en termes de développement, je dirais, de R&D avec les laboratoires qui font la force de la région. Et un point que je voulais signaler aussi en complément de l'échange qu'on a eu,
Une des choses qui va aussi faire bouger de plus en plus les lignes, c'est le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les quotas carbone vont se durcir. Et donc, à un moment donné, l'ensemble des acteurs, sous le poids du coût carbone, va aussi accélérer sa mutation. Et je pense que c'est aussi un paramètre qui va mécaniquement faire bouger les mobilités, les industries et l'ensemble des acteurs. Vous parliez tout à l'heure du prix de l'hydrogène comme le prix du pétrole. Il faudra y associer le prix du CO2. Et ça, maintenant, ça va être incontournable. Donc, les deux vont faire des jeux en disant est-ce que c'est plus intéressant de produire dans un endroit, mais en prenant en compte tout le transport, ou de produire localement, qui pourrait être compétitif dans certains cas. Je reviens sur cette question de la bulle ou de la prise de risque, en tout cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut créer de nouveaux usages, il va falloir proposer des solutions. Vous en avez évoqué quelques-unes. Comment est-ce que vous voyez les choses se passer, notamment dans les mobilités, qui peut être la partie qui peut concerner à la fois, on l'a dit, alors les villes, par exemple, on peut imaginer des mobilités de services, type des bennes à ordures. Enfin, vous avez des cas d'usage qui sont dans l'économie décarbonée de la ville. Les camions, bien sûr, le transport lourd. Est-ce qu'on peut imaginer d'aller vers une solution plus grand public, et à quelle proportion, à un horizon de 10-15 ans, on pourrait imaginer un passage à l'hydrogène? D'abord, donc toutes ces idées sont très bonnes, mais elles sont déjà extrêmement riches. C'est-à-dire les bennes à ordures ménagères, je ne sais pas si on a bien conceptualisé la richesse du concept. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, une ville avec un incinérateur qui aujourd'hui produit de la chaleur et de l'électricité. Cette électricité, aujourd'hui, elle est vendue sur le réseau avec des tarifs de rachat, donc ça coûte cher. On peut très bien imaginer de mettre un électrolyseur qui ensuite, enfin d'ailleurs c'est plus qu'imaginer, c'est dans les faits, et ensuite cet électrolyseur produit de l'hydrogène qui effectivement fait circuler les bennes à ordures ménagères qui mettent les déchets dans l'incinérateur. Donc on a le fameux concept d'économie circulaire qui paraissait un peu fumeux, là il est en acte, il est en action. Et c'est vrai, ensuite on peut décliner ça sur toutes les mobilités lourdes. Il y a plus les flottes, effectivement, et donc c'est en fait, en réalité, tout à fait substantiel et très rapide. Un des éléments de la ce qu'on appelle l'économie circulaire, oui, clairement. Oui, en local, clairement. etc. En fait, ce qu'il faut, c'est peut-être se dire quel est ce qu'on appelle le sweet spot, le marché vraiment où ça fait mouche l'hydrogène. Il y a un ordre de mérite. Le premier, on parle de transport lourd, etc. Il y a deux critères qui sont importants. Combien j'embarque d'énergie dans mon véhicule et combien de temps je l'utilise par 24 heures. C'est l'usage intensif. Avec ces deux paramètres-là, on arrive à segmenter le marché qui est important. Aujourd'hui, quand on fait le plein, encore une fois, avec une station hydrogène où on remplit aujourd'hui simplement 5 kg en 5 minutes d'une méraille, ça équivaut à un superchargeur de 10 MW. Imaginez installer un superchargeur de 10 MW. Ça n'existera pas. Enfin, j'imagine pas. Ça envoie tellement d'énergie d'un coup, et encore, on va encore améliorer. On va passer à quelques kilos par minute. Donc il faut voir les usages qui font que j'ai besoin de beaucoup d'énergie rapidement. C'est-à-dire usage intensif, chariot élévateur, véhicules qui tournent 24/24, flotte de taxis, et on arrive à segmenter le marché. Et l'autre, c'est je dois faire 1000 km sans m'arrêter. La Miraille a battu un record récemment, 1000 km avec un plein. Aujourd'hui, on sait que la batterie aura du mal à aller dans ces marchés-là. C'est pas une opposition, c'est de se dire il y a une segmentation. Donc on voit apparaître les types de marchés. Flotte captive, beaucoup d'énergie embarquée. Après, il y aura toujours... 1000 km d'une traite, c'est dangereux. Il faut s'arrêter toutes les 2 heures, monsieur. Pardon ? 1000 km d'une traite, c'est dangereux. Il faut quand même s'arrêter. Oui, non, même pour pas recharger. Mais il vaut mieux s'arrêter moins longtemps qu'une heure. On est content de faire le plan en 5 minutes. On fait ce qu'on veut, ça c'est autre chose. Peut-être sur une dernière question, les emplois qu'on peut espérer, notamment dans la région, sur cette filière. Est-ce que vous avez les uns et les autres juste exemple. Elisabeth Loget, sûrement, du point de vue du pôle. Oui, nous on a fait en fait une étude qui a été soutenue par la région cette année, en fait, qui montre qu'à relativement court terme, on a plus de 1500 emplois, en fait, et on est certainement en dessous de la réalité, et en tout cas sûrement plusieurs milliers d'emplois qui peuvent être vraiment consacrés autour de l'hydrogène. Donc il y a toute une étude qui est maintenant disponible justement sur les emplois et les compétences hydrogène dans la région, et qui montre aussi à quel point finalement l'hydrogène vient s'intégrer en fait dans les métiers forcément de la filière évidemment, mais aussi de l'ensemble des gens qui vont utiliser cet hydrogène dans la mobilité, dans l'ensemble des usages.
De l'autre côté, Ouais, non, mais nous, on a fait plus 40 au cours des 8 derniers mois, ce qui est beaucoup. On était 30, on est passé à 70. On envisage de passer à 130. Au niveau de l'emploi aussi, il y a tout l'écosystème, les écoles, les compétences qu'on a autour de la région, en électrochimie, qui sont des métiers très particuliers. Donc, on a tous les éléments pour alimenter cette filière et faire croître l'emploi. Luc Poyer, le mot de la fin. Le mot de la fin, bien, allons-y. Allons-y. L'hydrogène est devant nous. Pourquoi attendre 2030? Pourquoi attendre C'était ça. 2030 Pourquoi exactement. attends, on l'a Ouais, déjà c'est dit, ça. la France n'a pas de pétrole, mais elle a de l'hydrogène. Très bien, merci beaucoup de encore. nous avoir écoutés. Au revoir.